Voici la traduction complète de l'histoire, adaptée dans un style littéraire et narratif français naturel, respectant l'émotion et la tension du récit original. Un milliardaire, une inconnue, une balle qui a changé de vie à jamais. Charles Whitmore était parti dans les montagnes rocheuses pour échapper à un divorce dévastateur, mais il y a trouvé quelque chose de bien plus dangereux, une chance de rédemption enveloppée dans une tragédie. Lorsque l'accident s'est produit, il a dû choisir entre s'enfuir ou sauver la vie de la femme qu'il avait failli tuer. Mais certains choix ne sauvent pas seulement une vie, ils redéfinissent qui nous sommes. Que feriez-vous si une erreur pouvait devenir le plus grand cadeau de votre existence? Si cette histoire a déjà éveillé votre curiosité, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Et si vous pensez que cela en vaut la peine, cliquez sur le bouton de soutien, votre aide signifie tout pour nous et nous permet de continuer à vous apporter des histoires qui touchent le cœur. Le silence des montagnes rocheuses du Colorado avait la lourdeur d'une cathédrale. Charles Whitmore avançait lentement entre les pins couverts de neige, chaque pas résonnant comme un murmure contre l'immensité blanche qui s'étendait à perte de vue. L'air vif brûlait ses poumons, mais il préférait cette douleur physique à l'agonie émotionnelle qui l'avait conduit ici. 3 semaines. Cela faisait 3 semaines que Valérie avait signé les papiers du divorce avec la même froideur que celle qu'elle mettait à sélectionner des vins grands crus. « Tu n'as jamais été vraiment présent, Charles », furent ses derniers mots avant de quitter le manoir de Bellevue, emportant avec elle 15 ans de mariage et une part de son âme qu'il ne savait comment récupérer. La carabine Winchester pesait lourd dans ses mains, comme une extension de ses propres os. La chasse avait toujours été son refuge lorsque le monde des affaires devenait trop étouffant. Ici, parmi les arbres centenaires et le vent qui chantait de vieux secrets, il pouvait momentanément oublier qu'il était Charles Whitmore III, PDG de Whitmore Energy Corp., l'homme qui déplaçait des milliards d'un hochement de tête, mais qui n'avait pas su émouvoir le cœur de sa propre femme. Le soleil commençait à se coucher, peignant la neige de teinte dorée, lorsqu'il la vit. Une silhouette délicate bougeait entre les arbres, à environ 50 mètres devant lui. Charles leva son fusil instinctivement, ajustant sa visée. Ce qui semblait être un cerf se déplaçait avec une grâce naturelle, et l'espace d'un instant, il ressentit la première étincelle de quelque chose ressemblant à la paix depuis des semaines. Son doigt trouva la détente, sa respiration devint contrôlée, mesurée. C'était ce dont il avait besoin, un moment de concentration absolue où rien d'autre n'existait que lui, l'arme et la cible. Le coup de feu résonna à travers les montagnes comme le tonnerre, mais ce qu'il entendit ensuite lui glaça le sang. Ce n'était pas le bruit lourd d'un animal blessé s'effondrant, c'était un cri. Un cri humain, perçant et empli de douleur, qui déchira l'air comme une lame. Non, non, non. Charles lâcha le fusil et courut, ses pieds s'enfonçant dans la neige poudreuse, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre résonner dans ses tympans. Les arbres semblaient se refermer sur lui, créant un labyrinthe cauchemardesque alors qu'il suivait la direction du cri. Il la trouva effondrée contre le tronc d'un pin géant, les mains pressées contre le côté gauche de sa poitrine. Le rouge vif du sang contrastait brutalement avec la neige immaculée autour d'elle. Elle était jeune, peut-être au début de la vingtaine, des cheveux bruns s'échappant d'un bonnet de laine bleue. Ses yeux verts, écarquillés par la douleur et le choc, rencontrèrent les siens. « Aidez-moi » murmura-t-elle, sa voix tremblant non seulement de froid mais de peur. Charles tomba à genoux près d'elle, ses mains tremblantes essayant d'évaluer l'étendue de la blessure. La balle avait traversé l'épais manteau et s'était logée dangereusement près de son cœur. Le sang coulait régulièrement mais pas en jet, signe qu'aucune artère majeure n'avait peut-être été touchée. « Mon Dieu, je suis tellement désolé, répéta-t-il, retirant son propre manteau pour le presser contre la plaie. « Je pensais que vous étiez. Je n'ai pas vu. Êtes-vous un chasseur » demanda-t-elle, essayant de garder ses yeux fixés sur lui. Charles remarqua un petit carnet tombé dans la neige à côté d'elle, les pages couvertes de dessins détaillés d'oiseaux. « Oui, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Quel est votre nom ?»« Haley. Haley Monroe. » Elle essaya de se redresser mais gémit de douleur. « J'étudiais le comportement migratoire des aigles royaux. Il y a un nid rare ici. » Charles regarda autour de lui, calculant les distances et les possibilités. Ils étaient à au moins 15 kilomètres de la route la plus proche, et le ciel s'assombrissait rapidement. Pire encore, de lourds nuages s'amoncelaient. « Haley, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je m'appelle Charles. Je vais vous sortir de là, mais d'abord je dois stabiliser cette blessure. » Elle étudia son visage un instant, comme si elle cherchait quelque chose.
vous semblez savoir ce que vous faites. J'ai étudié la médecine pendant 2 ans avant de passer à l'administration des affaires. Il ne mentionna pas que c'était il y a plus de 20 ans. Allez, je vais devoir examiner la blessure de plus près. Pouvez-vous me faire confiance? Elle hocha la tête, et Charles sentit le poids de cette confiance comme aucune responsabilité professionnelle auparavant. Avec précaution, il ouvrit son manteau, révélant une chemise en flanelle trempée de sang. La blessure était petite, mais profonde, et dangereusement située. La balle est toujours à l'intérieur, murmura-t-il plus pour lui-même. Je ne peux pas vous déplacer sans causer plus de dégâts. Allez ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Combien de temps avons-nous? La question était simple, mais lourde de conséquences. Charles regarda le ciel de plus en plus sombre, sentit le vent forcir, et sut qu'il devait être honnête. La tempête frappera dans quelques heures. Nous ne pourrons pas sortir des montagnes aujourd'hui. Il marqua une pause, pesant ses mots. Allez, je vais devoir retirer la balle ici même. Ses yeux s'ouvrirent, rencontrant les siens. Ici, dans la forêt? J'ai des fournitures médicales de base au camp, à environ 2 kilomètres d'ici. Il y a une grotte où nous pouvons nous abriter. Charles lui prit la main, se surprenant de la fermeté de sa poigne. Je ne vais pas vous mentir, ce sera une épreuve. Allez étudia son visage une fois de plus, comme si elle prenait la décision la plus importante de sa vie. Puis, inexplicablement, elle sourit. Un petit sourire, mais authentique. Vous savez, Charles, ce matin je me demandais s'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Elle rit doucement, un rire qui semblait presque musical contre le vent grandissant. Je suppose que je viens d'avoir ma réponse. Charles sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, ni peur ni culpabilité, mais quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Alors que la neige commençait à tomber plus intensément et que le premier coup de tonnerre résonnait à travers la montagne, il sut que ce moment les changerait tous les deux à jamais. La tempête arrivait, et ils devraient l'affronter ensemble. La grotte que Charles connaissait depuis l'adolescence s'étendait comme une cathédrale naturelle taillée dans la roche. Les murs humides reflétaient la lumière vacillante du feu qu'il avait réussi à allumer, créant des ombres dansantes qui semblaient observer chaque mouvement. Le bruit de la tempête à l'extérieur était assourdissant, le vent hurlant comme une créature sauvage, et la neige frappant contre l'entrée rocheuse. Allais était allongé sur le sac de couchage que Charles avait étalé sur la partie la plus plate du sol de la grotte, son visage pâle contrastant avec la lueur orange des flammes. Il avait improvisé une table d'opération en utilisant son sac à dos de camping et quelques pierres plates. Ses fournitures médicales, une trousse de premiers secours robuste qu'il emportait toujours en expédition, étaient organisées à côté d'elle comme des instruments chirurgicaux dans un hôpital. « Charles, murmura-t-elle, sa voix plus faible qu'avant. Puis-je vous poser une question étrange? Il arrêta de stériliser un petit couteau de camping avec de l'alcool et la regarda. Bien sûr. Si vous mouriez aujourd'hui, auriez-vous le sentiment d'avoir vraiment vécu? La question le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Charles resta silencieux un moment, le bruit de la pluie remplissant l'espace entre eux. Pourquoi demandez-vous cela? Parce que je pensais à ma réponse quand vous m'avez trouvé. Allais essaya de sourire, mais Charles pouvait voir la douleur dans ses yeux. Et j'ai réalisé que oui, j'ai vécu. Chaque jour dans la forêt, chaque oiseau que j'ai étudié, chaque lever de soleil dont j'ai été témoin. J'ai vécu intensément. Et vous? Charles sentit sa gorge se serrer. 20 ans à bâtir un empire, à racheter des entreprises, à accumuler des zéros sur des comptes bancaires, et il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti vraiment vivant. Non, répondit-il, avec une honnêteté qui le surprit. Je pense que j'ai arrêté de vivre il y a longtemps et je ne le réalise que maintenant. Allais hocha la tête, comme si cette réponse avait un sens parfait. C'est peut-être pour cela que nous sommes ici ensemble. Parfois, l'univers a d'étranges façons de nous réveiller. Charles reporta son attention sur les instruments, mais ses mains tremblaient légèrement. Allez, j'ai besoin que vous compreniez ce à quoi nous faisons face. Je n'ai pas d'anesthésie générale, juste quelques pilules contre la douleur et de l'alcool. Ça va faire très mal. À quel point? Plus que tout ce que vous avez jamais ressenti dans votre vie. Elle ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Et si vous n'y arrivez pas, si quelque chose tourne mal? Charles s'arrêta complètement, affrontant la question qu'il évitait de se poser. Alors au moins vous ne mourrez pas seul dans la tempête.
C'est réconfortant d'une étrange façon. Allez rit doucement, un son qui résonna doucement sur les parois de la grotte. Avez-vous des enfants, Charles? Non. Valérie et moi avons essayé pendant des années, mais... Il ne finit pas sa phrase. Et vous? Je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 16 ans. Depuis, les oiseaux sont devenus ma famille. Elle regarda le plafond de la grotte. Ils m'ont appris que la migration ne consiste pas à fuir. Il s'agit de trouver sa place. Charles sentit ces mots résonner en lui d'une manière inattendue. Êtes-vous prête? Attendez. Allez lui tendit la main. Promettez-moi quelque chose. Quoi? Si je ne survis pas, promettez-moi que vous répondrez différemment à cette question la prochaine fois que quelqu'un vous la posera. Charles prit sa main, sentant la peau froide mais ferme. Vous allez survivre. Promis? Je le promets. Charles commença par administrer les analgésiques qu'il avait, sachant qu'ils seraient insuffisants. Puis, avec un soin extrême, il commença à nettoyer la zone autour de la plaie. Allez serra les dents, mais ne cria pas. Parlez-moi des aigles, dit-il, essayant de la distraire tout en préparant l'incision. Les aigles royaux sont... Ah. Elle gémit lorsqu'il fit la première coupure, mais continua à parler. Ils sont différents des pigargues à tête blanche. Ils n'aiment pas l'eau. Ils préfèrent les terrains découverts. La femelle que j'étudie a au moins 15 ans. Elle revient ici chaque hiver depuis 5 ans. Charles travaillait avec une précision chirurgicale, ses mains retrouvant une habileté qu'il pensait avoir perdue depuis des décennies. La balle était logée plus profondément que prévu, dangereusement proche du cœur. « Pourquoi tenez-vous tant à eux » demanda-t-il, la sueur coulant sur son front malgré le froid. « Parce qu'ils choisissent un partenaire pour la vie. » Allez respirer difficilement, mais sa voix restait stable. Quand l'un meurt, l'autre peut passer le reste de sa vie seul. Mais quand ils se trouvent, ils volent ensemble comme s'ils ne formaient qu'une seule créature. Charles s'arrêta un instant. Cela ne vous semble-t-il pas solitaire? Ça l'était. Mais en les observant, j'ai réalisé qu'ils n'ont pas peur de la solitude parce qu'ils savent que cela vaut la peine d'attendre le véritable amour, même si cela signifie être seul toute sa vie. Surtout pour cette raison. Allez gémit à nouveau lorsqu'il approfondit l'incision. Mieux vaut être seul et authentique qu'accompagné et vide. Ces mots frappèrent Charles comme la balle avait frappé Allais. Il pensa à ses 15 années avec Valérie, les dîners silencieux, les conversations sur les affaires, une intimité qui n'avait jamais vraiment existé. Ils avaient été deux étrangers partageant une maison, pas deux personnes partageant une vie. « Vous l'avez » demanda Allais, remarquant qu'il avait cessé de bouger. « Presque. » Charles localisa la balle, un petit morceau de métal qui avait causé tant de dégâts. « Allais, ça va faire très mal maintenant. Je dois la retirer. » « Faites-le. » Charles travailla avec une délicatesse extrême. Chaque mouvement était calculé. Allais poussa un cri qui résonna à travers la grotte et se mêla au vent extérieur. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne bougea pas. Enfin, la balle sortit. Charles la tint à la lumière du feu, un petit objet qui avait réuni deux vies d'une manière impossible. « Vous l'avez fait » murmura-t-il, commençant à suturer la plaie. Allais était épuisé, mais ses yeux restaient fixés sur lui. « Charles? » « Oui. »« Merci de ne pas avoir arrêté. » En finissant de soigner la plaie, Charles réalisa que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, il avait fait quelque chose qui comptait vraiment. Il avait sauvé une vie. Il avait été complètement présent à chaque seconde. Allais? Merci de m'avoir laissé essayer. Dehors, la tempête continuait de rugir, mais à l'intérieur de la grotte, réchauffés par le feu et par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, ils avaient trouvé une étrange paix. Charles regarda la femme qu'il avait failli tuer et se demanda si l'univers avait vraiment des moyens mystérieux de réunir les bonnes personnes. La balle était retirée, mais Charles soupçonnait que la véritable transformation ne faisait que commencer. Le feu crépitait doucement dans la grotte, ses flammes dansant comme des esprits ancestraux sur les parois rocheuses. Charles avait improvisé un lit plus confortable pour Allais, utilisant sa propre veste comme oreiller supplémentaire, et maintenant elle se reposait en position semi-assise, la blessure correctement bandée. Le pire était passé, elle était stable,
respirait normalement, et la couleur était progressivement revenue sur son visage. « Je n'arrive pas à dormir, murmura-t-elle, brisant le silence qui s'était installé entre eux au cours des dernières heures. Charles était assis à quelques mètres, alimentant le feu avec des branches sèches qu'il avait ramassées avant l'opération. « C'est l'adrénaline. Votre corps traite encore le traumatisme. Ce n'est pas seulement ça. » Allez l'observer avec ses yeux verts pénétrants. « C'est étrange, mais je me sens éveillé, comme si j'avais dormi pendant des années et que je voyais enfin vraiment le monde. » Charles comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Lui aussi se sentait différent, comme si une couche de brouillard avait été retirée de sa vision. Les expériences de mort imminente font cela aux gens. En avez-vous déjà eu une? Une expérience de mort imminente? Charles réfléchit un instant. Pas physiquement, mais émotionnellement. Je pense que je mourrais lentement depuis des années sans m'en rendre compte. Allez l'étudia avec curiosité. Que voulez-vous dire? Charles hésita. Il n'était pas un homme porté sur les confidences intimes, surtout avec des inconnus, mais quelque chose dans la vulnérabilité du moment, dans le fait qu'ils avaient traversé quelque chose de si intense ensemble, rendait les barrières habituelles sans importance. Connaissez-vous cette sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Commença-t-il, remuant une branche dans le feu. Pendant 20 ans, je me levais, je mettais des costumes hors de prix, je prenais des décisions qui déplaçaient des millions de dollars, je rentrais chez moi retrouver une femme qui me regardait à peine et je me demandais si c'était vraiment ça, la vie d'adulte. Et ça l'était? Non. C'était une performance. Je jouais le rôle du Charles Whitmore que tout le monde attendait de moi, l'héritier prospère, le mari stable, le PDG impitoyable. Mais en dessous de tout ça, j'étais vide. Elle hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. Je ressentais ça à l'université. Tous mes camarades voulaient travailler dans des laboratoires de grandes villes, publier des recherches, construire de brillantes carrières académiques. J'ai essayé pendant un moment. Que s'est-il passé? J'ai réalisé que j'ai tout fait. Un matin, je me suis réveillé dans mon appartement à Boston et j'ai eu l'impression que les murs se refermaient sur moi. Le jour même, j'ai fait un sac à dos et j'ai conduit jusqu'ici. C'était il y a 3 ans. Elle sourit doucement. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Charles l'observait, fasciné par la tranquillité de sa voix. Vos collègues ont dû penser que vous étiez devenue folle. C'est le cas. Mon directeur de thèse a dit que je gâchais un avenir brillant. Mais vous savez ce que j'ai découvert? Brillant pour qui? À quoi sert un avenir brillant si on se sent mort à l'intérieur? Comment subvenez-vous à vos besoins ici? Je travaille avec des organisations de conservation, j'écris des rapports sur la migration et le comportement animal, je donne des conférences occasionnelles. Je ne gagne pas grand-chose, mais j'ai besoin de peu. Allez marqua une pause. Et vous? Comment en êtes-vous arrivé au point de vous sentir vide alors que vous avez tout ce dont la plupart des gens rêvent? Charles rit amèrement. C'est l'ironie, n'est-ce pas? Plus j'accumulais argent, propriété, reconnaissance ou plus je me sentais vide. C'est comme si chaque réussite n'était qu'une couche de vernis supplémentaire sur un meuble qui pourrit de l'intérieur. Aimiez-vous votre femme? La question était directe, sans détour, et Charles appréciait cette franchise. Je pensais que oui, mais avec le recul, je crois que j'aimais l'idée d'elle, la version de nous-mêmes que nous semblions être pour le monde extérieur. Valérie est intelligente, sophistiquée, vient d'une bonne famille. Sur le papier, nous étions le couple parfait. Et en réalité? En réalité, nous étions deux étrangers partageant une immense maison silencieuse. Nous parlions de la météo, des engagements sociaux, des affaires, mais jamais de rêves, de peur, d'espoir. Jamais des choses qui comptent vraiment. Elle l'observa en silence un moment. Puis-je vous demander pourquoi vous avez divorcé? Charles soupira profondément. Valérie a dit que je n'étais jamais vraiment présent, que même quand mon corps était là, mon esprit était toujours ailleurs. Elle avait raison. Il regarda Haley. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ici, dans cette grotte, à vous parler, je me sens plus présent que je ne l'ai été depuis des années. Peut-être parce qu'il n'y a nulle part où fuir, pas de distraction, pas de performance à maintenir. Ou peut-être est-ce parce que vous êtes réel d'une manière que la plupart des gens que je connais ne le sont pas. Haley rougit légèrement. Que voulez-vous dire? Vous parlez de choses qui comptent. Vous avez choisi une vie authentique,
même si cela signifiait renoncer à la sécurité et à l'approbation sociale. C'est inspirant. C'est aussi effrayant parfois, admit-elle. Il y a des jours où je me demande si je ne suis qu'une lâche qui fuit le monde réel. Ce n'est pas fuir quand on va vers quelque chose qu'on aime, au lieu de s'enfuir de quelque chose qu'on craint. Allais sourit et Charles sentit une chaleur dans sa poitrine. C'est une distinction intéressante. Vous m'y avez fait penser. Pendant des années, j'ai pris des décisions basées sur la peur. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur de ne pas être assez. Mais vous avez pris des décisions basées sur l'amour. Et vous? Si vous pouviez recommencer, que feriez-vous différemment? Charles considéra la question sérieusement. Je pense que j'arrêterai d'essayer d'être qui je pensais devoir être et commencerai à découvrir qui je suis vraiment. Il n'est jamais trop tard pour ça, n'est-ce pas? Charles, vous venez de me sauver la vie de vos propres mains. Vous avez improvisé une chirurgie dans une grotte pendant une tempête. Ce n'est pas ce que fait quelqu'un de vide. C'est ce que fait quelqu'un d'extraordinaire quand il cesse de se cacher derrière ses propres barrières. Charles sentit quelque chose remuer en lui, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était. L'espoir? Allez? Oui. Quand nous sortirons d'ici, j'aimerais apprendre à mieux vous connaître, non pas comme l'homme qui a failli vous tuer, mais comme moi-même. Qui que soit cet homme. Allez sourit, et cette fois c'était un sourire complet, radieux. J'aimerais beaucoup ça. Dehors, la tempête s'apaisait progressivement, mais aucun d'eux ne semblait pressé que la nuit finisse. Charles alimenta le feu une fois de plus, réalisant que pour la première fois depuis des années, il n'était pas anxieux d'arriver au moment suivant. Ce moment, ici avec Allais, semblait parfait exactement tel qu'il était. Charles? Oui. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir montré qu'il y a encore des gens dans le monde qui savent être vraiment présents. Alors que les flammes dansaient entre eux et que la tempête se calmait enfin dehors, Charles réalisa qu'il avait peut-être trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas chercher. Une connexion authentique avec un autre être humain. Et pour la première fois dont il pouvait se souvenir, l'avenir semblait plein de possibilités au lieu d'obligations. L'hélicoptère de sauvetage fendit le ciel bleu du matin comme une libellule géante, ses pales créant une symphonie mécanique qui résonnait à travers les montagnes. Charles tenait la main de Allais pendant qu'elle était transférée avec précaution sur la civière, leurs doigts entrelacés comme des ancres dans une mer d'incertitude. Tout va bien se passer, lui chuchota-t-il à l'oreille, sa voix presque perdue dans le bruit des pales. Allais serra sa main. Venez-vous avec moi? Je ne vous quitte pas. L'hôpital Mount Grace était une forteresse de verre et d'acier nichée parmi les montagnes, connue pour servir l'élite du Colorado. Charles avait insisté pour l'amener là, les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter. Alors qu'il regardait Allais être emmené aux urgences, il ne pouvait imaginer que cette décision changerait tout. Le docteur Edward Whitman était un homme grand et austère, aux cheveux gris parfaitement coiffés et aux yeux bleus qui semblaient voir à travers les gens. Lorsqu'il entra dans la salle d'attente et vit Charles, son expression se durcit visiblement. Charles Whitmore, dit-il, sa voix portant une froideur professionnelle qui dissimulait à peine quelque chose de plus personnel. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Charles se leva lentement, reconnaissant immédiatement le frère de son ex-femme. Edward. Comment va-t-elle? La patiente est stable. Vous avez fait un travail étonnamment compétent avec la chirurgie d'urgence. Edward marqua une pause, étudiant Charles. Valérie m'a parlé du divorce. J'imagine que cela doit être compliqué pour vous. Ma vie personnelle n'est pas pertinente pour le moment. Je veux juste savoir si Allais ira bien. Allais? Edward haussa un sourcil. Intéressant. À peine 3 semaines après votre divorce, et vous sauvez déjà des jeunes femmes dans les montagnes. Charles sentit son sang bouillir. Ce n'est pas ce que vous pensez, n'est-ce pas? Alors expliquez-moi comment un milliardaire fraîchement divorcé se retrouve à pratiquer une chirurgie improvisée sur une biologiste de 20 ans dans une grotte. Avant que Charles ne puisse répondre, son téléphone commença à sonner avec insistance. D'abord Marcus, son attaché de presse, puis Sarah, son assistante exécutive. Ensuite, des numéros inconnus qu'il ignora. Finalement, il répondit à l'appel de Marcus. « Charles, où diable es-tu? Tu dois venir au bureau maintenant. Je suis à l'hôpital. Que se passe-t-il?
Ce qui se passe, c'est que tu fais la une nationale. Un milliardaire de l'énergie tire sur une jeune écologiste lors d'une escapade romantique. CNN, Fox News, tout le monde couvre l'histoire. Charles sentit le monde tourner autour de lui. Comment l'ont-ils su? Le pilote de l'hélicoptère de sauvetage a vendu l'histoire. Il y a des photos de toi portant la fille, vous deux vous tenant la main sur la civière. La rumeur se répand comme une traînée de poudre. Charles regarda par la fenêtre de l'hôpital et vit quelque chose qui lui noua l'estomac. Des camionnettes de télévision se positionnaient sur le parking, des journalistes ajustaient leurs micros, des caméras étaient installées. Une foule se formait. Charles, continua la voix de Marcus au téléphone. Tu dois contrôler cette situation. La bourse réagit négativement. Le conseil d'administration panique. Avant qu'il ne puisse répondre, Edward Whitman s'approcha de nouveau. Mademoiselle Monroe est réveillée et demande à vous voir, mais je dois vous prévenir, des journalistes essaient d'entrer dans l'hôpital. La sécurité s'occupe d'eux, mais... Charles raccrocha et suivit Edward dans les couloirs de l'hôpital. Lorsqu'ils atteignirent la chambre de Haley, elle était assise dans son lit, regardant par la fenêtre avec une expression de confusion et d'horreur. Charles? Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Que se passe-t-il dehors? Il y a des caméras, des gens crient mon nom. Il s'approcha du lit, prenant sa main. La presse a découvert l'accident. Et il crée une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Haley regarda de nouveau par la fenêtre, où d'autres camionnettes de presse arrivaient. Que disent-ils? Charles hésita, mais savait qu'elle devait savoir. Il suggère que c'était une rencontre romantique qui a mal tourné, que vous êtes une croqueuse de diamants et moi un milliardaire déséquilibré. Le visage de Haley devint pâle. Une croqueuse de diamants? Ils ne me connaissent même pas. La vérité ne leur importe pas. Ils ont besoin d'une histoire qui vend. Le docteur Whitman s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Monroe, en tant que médecin, je recommande fortement d'éviter toute exposition médiatique inutile. Votre état est encore délicat. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit violemment, et une femme élégante dans un manteau en cachemire coûteux entra comme un ouragan. Valérie Whitmore était exactement comme Charles s'en souvenait. Blonde, sophistiquée, avec une allure qui commandait l'attention. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une fureur froide qu'il n'avait jamais vue auparavant. Charles, dit-elle, sa voix coupante comme la glace. Quel spectacle pathétique. Valérie, tu ne devrais pas être ici. Ah non? Elle rit, un son sans humour. Mon nom est traîné dans la boue sur toutes les chaînes d'information du pays. Bien sûr que je devrais être ici. Valérie se tourna vers Haley, l'évaluant de la tête aux pieds avec un regard qui aurait pu geler de l'eau. Alors c'est vous la petite écologiste qui a réussi à mettre le grappin sur mon ex-mari si rapidement. Valérie, Charles s'avança, mais Haley leva la main. Madame Whitmore, dit Haley calmement, se redressant dans le lit malgré la douleur visible. Je comprends que cette situation doit être difficile pour vous, mais je vous assure qu'il n'y a rien entre votre ex-mari et moi autre que... Autre que quoi? De la gratitude? Vous vous attendez vraiment à ce que je croie qu'une jeune idéaliste comme vous ne voit pas l'opportunité quand elle frappe à sa porte avec un compte en banque à 9 chiffres? Charles vit quelque chose s'allumer dans les yeux de Haley, non pas de la colère, mais une dignité féroce qui l'impressionna. Madame Whitmore, je ne connais pas les détails de votre mariage avec Charles, et franchement cela ne me regarde pas, mais je peux vous dire ceci. J'étais dans les montagnes pour étudier les aigles royaux, travaillant sur une recherche que j'aime, vivant une vie que j'ai consciemment choisie. Je ne cherchais personne, et encore moins des complications. Comme c'est pratique. Et autre chose, continua Haley, sa voix se renforçant. Votre ex-mari m'a sauvé la vie. Il aurait pu s'enfuir, aurait pu cacher ce qui s'était passé, mais au lieu de cela, il est resté. Il a tout risqué pour me garder en vie. Cela témoigne de son caractère, pas de mes prétendues motivations. Valérie resta silencieuse un instant, puis se tourna vers Charles. Tu penses vraiment qu'elle est différente? Que cette fois ce sera réel? Charles regarda Haley, puis Valérie, et pour la première fois en 15 ans de mariage, dit exactement ce qu'il pensait. Oui, Valérie, je pense qu'elle est complètement différente, et pour la première fois de ma vie, je connais la différence. Le silence qui suivit fut brisé par le bruit des appareils photo cliquant à l'extérieur de la fenêtre.
L'histoire ne faisait que commencer, et Charles réalisa que sa vie ne serait plus jamais privée, mais en regardant Allais, qui gardait la tête haute avec une dignité que ni le scandale ni la fortune ne pouvaient acheter, il sut que cela vaudrait la peine d'affronter n'importe quelle tempête. L'air dans la chambre d'hôpital semblait électriquement chargé après les paroles de Charles. Valérie resta immobile un instant, comme si elle avait été giflée. Ses yeux bleus, qui avaient auparavant flamboyé d'une colère contrôlée, reflétaient maintenant quelque chose de plus profond, un mélange de choc, de blessure, et peut-être de reconnaissance. Différente, répéta-t-elle lentement, savourant le mot comme du poison. En 15 ans de mariage, Charles, tu ne m'as jamais regardé comme tu la regardes maintenant. Allais essaya de bouger dans le lit, clairement mal à l'aise avec la tension croissante. Peut-être devrais-je vous laisser parler en privé. Non, dit Valérie brusquement, gardant ses yeux fixés sur Charles. Tu fais déjà partie de cette histoire, ma chère. Mieux vaut tout entendre. Le docteur Whitman s'éclaircit la gorge. Ce n'est peut-être pas le bon moment ni le bon endroit pour. Édouard, s'il te plaît, coupa Valérie. Certaines clarifications sont nécessaires. Charles sentit le poids familier de la manipulation émotionnelle de Valérie, mais cette fois quelque chose était différent. Il ne se sentait ni coupable ni sur la défensive. Au lieu de cela, il ressentait une étrange clarté, comme s'il pouvait enfin voir son ex-femme sans le prisme déformant de l'obligation conjugale. Valérie, que veux-tu que je dise? Que je suis désolé d'avoir trouvé quelqu'un qui me fait me sentir vivant? Trouvé, Valérie rit, un son dur. Charles, tu lui as tiré dessus. Ce n'est pas trouver. C'est créer une situation où elle a besoin de toi. C'est le syndrome du sauveur classique. Allais se redressa davantage dans son lit, ses yeux verts étincelants. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Whitmore, vous ne savez rien de moi ni de ce qui s'est passé dans les montagnes. Ah non? Alors éclairez-moi. Valérie croisa les bras, adoptant la posture que Charles connaissait bien, l'avocate prête à attaquer. Une jeune écologiste, travaillant seule dans une zone isolée, croise par hasard un milliardaire récemment divorcé et vulnérable. Quelle coïncidence remarquable. Ce n'était pas une coïncidence, répondit calmement Allais. C'était une tragédie qui s'est transformée en quelque chose d'inattendu. Mais vous avez raison sur un point. Charles était vulnérable. Il était brisé, en réalité. Charles la regarda surpris. Il était rare que quelqu'un parle si directement de ses blessures émotionnelles. Brisé? Valérie laissa échapper un rire amer. Charles n'a jamais été brisé. Charles a toujours tout eu. L'argent, le succès, une femme qui s'occupait de son image sociale, une vie parfaitement organisée. Une vie parfaitement organisée, répéta Allais pensivement. C'est intéressant comme façon de décrire un mariage. Comme s'il s'agissait d'un événement d'entreprise. Valérie se tendit. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Peut-être pas. Mais je sais reconnaître quelqu'un qui mourrait à l'intérieur. Charles m'a parlé de votre mariage, des dîners silencieux, des conversations sur la météo, du sentiment de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Il a dit ça? Valérie se tourna vers Charles. Et pour la première fois, il vit une blessure authentique dans ses yeux. Ressentais-tu vraiment cela? Charles prit une profonde inspiration. Il était temps d'être complètement honnête. Pas seulement avec Valérie, mais avec lui-même. Valérie, nous savons tous les deux que notre mariage était un partenariat de convenance. Tu voulais la sécurité sociale et financière. Je voulais une femme qui savait naviguer dans mon monde. Mais de l'amour? Une vraie connexion? Quand avons-nous eu pour la dernière fois une conversation sur nos rêves, nos peurs, nos espoirs? Les conversations de ce genre sont pour les adolescents, Charles. Les adultes construisent des vies pratiques et stables. Ou alors, les adultes effrayés par l'intimité se cachent derrière la praticité et la stabilité, dit doucement Allais. Valérie se tourna vers elle, les yeux étincelants. Vous avez le culot de me psychanalyser. Je ne vous psychanalyse pas. J'observe simplement que parfois nous construisons des vies qui semblent parfaites de l'extérieur, mais qui sont vides à l'intérieur. Et vous, avec votre vingtaine d'années et votre vie de bohème dans la forêt, vous pensez en savoir plus sur les relations qu'une femme qui a maintenu un mariage pendant 15 ans. Je ne maintiens pas des mariages, répondit Allais. Mais j'ai étudié les aigles royaux pendant 3 ans, et ils m'ont appris quelque chose sur le véritable partenariat.
Valérie rit avec dédain. Vous comparez mon mariage à des oiseaux. Je parle de choix. Les aigles royaux choisissent un partenaire et volent ensemble non pas par convenance ou sécurité, mais parce qu'ils préfèrent sincèrement la compagnie de l'autre à la solitude. Quand un aigle perd son partenaire, il peut rester seul le reste de sa vie. Mais ce n'est pas une tragédie. C'est une fidélité à l'expérience du véritable amour. Charles sentit quelque chose remuer en lui en écoutant Allais parler. C'était exactement ce qui lui avait manqué. Pas seulement la passion, mais le choix conscient. La connexion authentique. Comme c'est romantique, dit Valérie sarcastiquement. Et quand la nouveauté s'estompera, quand Charles réalisera que tu ne peux pas naviguer dans son monde, que tu ne comprends pas les sacrifices nécessaires pour maintenir un empire. Peut-être, dit Allais calmement, que le problème n'est pas que je ne peux pas naviguer dans son monde, mais qu'il est fatigué d'un monde qui exige de sacrifier sa propre âme. Valérie resta silencieuse un long moment, étudiant à la fois Charles et Allais. Lorsqu'elle parla à nouveau, sa voix était plus basse, moins agressive. Penses-tu vraiment qu'elle peut te rendre heureux, Charles ? Charles regarda Allais, pâle dans son lit d'hôpital, se remettant encore d'un coup de feu qu'il avait causé, mais avec des yeux pleins de vie et d'authenticité. Puis il regarda Valérie, élégante, sophistiquée, parfaitement adaptée au rôle de femme de milliardaire, mais distante d'une manière qu'il pouvait enfin nommer. Valérie. Pour la première fois depuis des années, quand je suis avec Allais, je me reconnais. Pas la version de moi que tout le monde attend, mais qui je suis vraiment sous toutes les attentes et obligations. Et qui es-tu vraiment ? Charles pensa à la conversation dans la grotte, à la façon dont il s'était senti complètement présent pendant la chirurgie improvisée, à l'aisance avec laquelle lui et Allais parlaient de choses qui comptaient vraiment. Quelqu'un qui veut faire une vraie différence, pas juste accumuler des richesses. Quelqu'un qui valorise l'authenticité plus que l'approbation sociale. Quelqu'un qui préfère une conversation réelle à un millier d'événements mondains vides. Valérie hocha lentement la tête, et un instant, Charles vit une étincelle de la femme qu'elle aurait pu être si elle avait choisi d'être vulnérable au lieu d'être en sécurité. Alors j'avais raison, dit-elle finalement. Nous n'étions vraiment pas faits l'un pour l'autre. Nous n'étions pas mal assortis, corrigea doucement Charles. Nous étions pratiques, et pendant longtemps j'ai cru que la commodité suffisait. Et maintenant ? Charles regarda de nouveau Allais, ressentant cette sensation de reconnaissance, d'être chez soi d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Maintenant je connais la différence entre la convenance et la connexion, entre la sécurité et l'amour, entre exister et vivre. Valérie prit une profonde inspiration, et lorsqu'elle le regarda à nouveau, la colère avait disparu de ses yeux, remplacée par quelque chose ressemblant à une compréhension mélancolique. Eh bien, dit-elle en ajustant son sac sur son épaule. J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages. Les médias vont faire de vous un cirque. Nous l'affronterons ensemble, dit Charles, et il réalisa que c'était la première fois de sa vie qu'il voulait réellement affronter quelque chose aux côtés d'une autre personne. Valérie se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Charles ? Oui. Pour la première fois depuis qu'on se connaît, tu sembles réel. Et sur ce, elle partit, laissant derrière elle 15 ans de mariage et ouvrant l'espace pour quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vraiment vécu auparavant. La possibilité du véritable amour. Charles regarda Allais, qui avait observé toute la confrontation avec une dignité qui l'impressionnait encore plus. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Comme si nous venions de traverser un autre type de chirurgie » répondit-elle avec un petit sourire. « Mais je pense que celle-ci était nécessaire aussi. » Dehors, les caméras continuaient de cliquer, mais à l'intérieur de la chambre, quelque chose de fondamental avait été clarifié. Le passé avait été affronté, et l'avenir, bien qu'incertain, semblait enfin possible. Le penthouse de Charles au centre-ville de Seattle s'étendait sur tout le dernier étage d'un gratte-ciel de verre, offrant une vue panoramique sur la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon où le Puget Sound rencontrait les montagnes olympiques. Lorsqu'il ouvrit la porte pour aller pour la première fois, 3 semaines après sa sortie de l'hôpital, elle s'arrêta sur le seuil comme si elle était sur le point d'entrer dans un autre monde. « Waouh » chuchota TL, admirant les hauts plafonds, le design minimaliste et les fenêtres du sol au plafond qui transformaient tout le mur ouest en un tableau vivant de la ville. C'est impressionnant. Charles observait sa réaction, essayant de voir l'espace à travers ses yeux. Des meubles coûteux, de l'art moderne soigneusement sélectionné, une décoration qui criait succès et sophistication. Mais il remarquait aussi maintenant ce qu'il n'avait pas vu avant, la froideur, l'absence de vraie vie,
le sentiment que c'était plus un showroom qu'un foyer. C'est trop grand, admit-il en portant sa petite valise. Ça l'a toujours été. Elle marcha lentement à travers le salon, ses doigts glissant sur le canapé en cuir italien, s'arrêtant devant une bibliothèque remplie de trophées d'affaires et de livres de gestion qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Où restes-tu quand tu es ici? Rester? Où te sens-tu chez toi? Où te détends-tu, où réfléchis-tu, où existes-tu simplement? Charles resta silencieux un moment, réalisant qu'il n'avait pas de vraie réponse. Je travaille dans le bureau, je dors dans la chambre, j'utilise la cuisine pour réchauffer des plats livrés. Mais rester? Je suppose que je n'y ai jamais pensé de cette façon. Allais se tourna vers lui avec ce sourire compréhensif qu'il apprenait à reconnaître. Alors découvrons-le ensemble. Dans les jours qui suivirent, Charles observa fasciné Allais transformer l'espace froid en quelque chose de vivant. Elle commença petit, réarrangeant les coussins du canapé de manière plus invitante, ouvrant des rideaux qu'il gardait toujours fermés, jouant une musique douce qui remplissait le silence oppressant dont il n'avait même pas réalisé l'existence. « Puis-je faire quelques changements » demanda-t-elle la deuxième semaine, tenant un petit pot avec une plante qu'elle avait achetée au marché local. « Bien sûr. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas ce que je veux. C'est créer un espace qui soit le nôtre. » Le mot « le nôtre » résonna en Charles d'une manière qui le surprit. Il n'avait jamais pensé à aucun espace comme véritablement partagé, pas même pendant son mariage. Allais posa la plante, une petite succulente aux feuilles vertes vibrantes, sur la table basse en marbre noir. Le contraste était frappant. La vie organique contre la pierre froide, la croissance naturelle contre la perfection artificielle. Ça a l'air différent, dit Charles, étudiant les faits. Ça a l'air vivant, corrigea-t-elle. Peu à peu, d'autres plantes apparurent. Allez expliquer chacune d'elles en les plaçant. Une fougère qu'elle suspendit près de la fenêtre est. Elle aime la lumière douce du matin. Un petit jardin d'herbes aromatiques dans la cuisine. Le basilic frais fait toute la différence. Un ficus dans le coin du salon. Il grandira avec nous. Charles se surprenait à anticiper avec impatience ces petites transformations. Il rentrait du travail curieux de voir quelle nouvelle vie Allais avait apporté à la maison, car c'était ce que l'appartement devenait. Un foyer. Tu sais, je n'ai jamais eu de plante avant, dit-il un soir, la regardant arroser soigneusement chacune d'elles. Pourquoi pas? Elle semblait compliquée. Une responsabilité de plus. Allez rit doucement. Ce ne sont pas des responsabilités. Ce sont des relations. Tu prends soin d'elles. Elles rendent ta vie plus belle. C'est un échange. Comment ça marche? Tu apprends leurs besoins. Celle-ci, elle toucha doucement les feuilles de la fougère, aime l'humidité mais pas le soleil direct. Celle-ci, elle pointa une succulente, préfère être oubliée la plupart du temps. Trop d'attention là-dessus. Charles observait comment elle touchait chaque plante avec une familiarité affectueuse. Et les gens? Comment fonctionnent-ils? Allais s'arrêta et le regarda avec ce regard pénétrant qui lui donnait toujours l'impression qu'elle pouvait voir à travers toutes ses défenses. Les gens sont plus compliqués, mais le principe est similaire. Tu apprends ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et tu l'offres quand tu peux. Et de quoi as-tu besoin pour t'épanouir? D'honnêteté. D'une présence réelle. De quelqu'un qui me voit comme je suis vraiment, pas comme une version idéalisée ou une projection de ses propres besoins. Charles se rapprocha d'elle, sentant une vulnérabilité qui le surprenait encore. Et moi? De quoi ai-je besoin? Allez l'étudia un moment. Tu as besoin d'apprendre qu'il est sûr d'être imparfait. Que tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. Comment sais-tu ça? Parce que chaque fois que tu te détends et que tu arrêtes d'essayer d'impressionner, tu deviens plus intéressant, pas moins. C'était vrai. Charles avait remarqué que ses conversations les plus significatives avaient lieu quand il oubliait d'être le PDG à succès et était simplement lui-même. Comme dans la grotte. Comme durant ses soirées calmes dans l'appartement, quand ils cuisinaient ensemble et parlaient de tout et de rien. Allez? Je suis amoureux de toi. Elle arrêta d'arroser les plantes et se tourna complètement vers lui. Je sais. Tu sais? Charles, tu me regardes comme si j'étais un miracle. Comme si tu n'arrivais pas à croire que je suis réel. C'est ce que je ressens. Comme si tu étais apparu de nulle part et que tu avais tout changé.
Haley se rapprocha de lui, posant ses mains sur sa poitrine. Je n'ai pas tout changé. Je t'ai juste aidé à te rappeler qui tu es vraiment quand tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre. Charles l'embrassa alors. Doucement d'abord. Puis avec une passion qui venait d'un endroit profond dont il ignorait même l'existence. Lorsqu'ils se séparèrent, il réalisa que ses mains tremblaient. J'ai peur, admit-il. De quoi? Que ce soit trop beau pour être vrai. Que je gâche tout comme j'ai gâché mon mariage. Charles. Voici la traduction intégrale de votre histoire, adaptée dans un style narratif français fluide, littéraire et émouvant. Tu n'as pas gâché ton mariage. Vous avez tous les deux choisi la sécurité plutôt que la vulnérabilité. Moi, je choisis l'inverse. Même en sachant que ma vie est compliquée, qu'il y aura la pression des médias, de l'entreprise, de la société. Surtout à cause de ça, sourit Hailey. Un amour facile ne transforme personne. L'amour qui en vaut la peine exige toujours du courage. Cette nuit-là, allongé dans un lit qui parfumait subtilement la pièce des fleurs qu'Hailey avait posées sur la table de chevet, Charles ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance. Le sentiment d'être exactement là où il devait être. Hailey? Merci de m'avoir appris la différence entre posséder une maison et créer un foyer. Elle se blottit contre lui, son souffle chaud caressant son cou. Merci de m'avoir laissé prendre racine. Dehors, Seattle dormait sous un manteau d'étoiles, mais à l'intérieur de l'appartement devenu véritablement un foyer, deux personnes avaient trouvé quelque chose de rare. Un amour qui ne se contentait pas de réchauffer, mais qui transformait. Pour la première fois depuis des années, Charles s'endormit sans se soucier du lendemain. Il savait qu'il se réveillerait aux côtés de quelqu'un qu'il aimait, non pour ce qu'il possédait ou avait accompli, mais pour qui il était lorsque tous les masques tombaient. Et dans les plantes qui remplissaient désormais l'appartement de vie, il y avait une promesse silencieuse, avec du soin et du temps, même les espaces les plus stériles peuvent fleurir. La salle de réunion du 47e étage de la Whitmore Energy Corp possédait des parois de verre offrant une vue imposante sur Seattle. Mais ce jeudi matin, Charles avait l'impression d'être observé par des vautours. 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table en acajou poli, leurs visages graves reflétant le sérieux de la situation qui avait conduit à cette réunion d'urgence. Richard Blackstone, président du conseil et ami de la famille Whitmore depuis 3 décennies, s'éclaircit la voix. Charles, merci d'être venu si rapidement. Richard, tu as dit que c'était urgent. Charles prit place en bout de table, notant la tension palpable dans l'air. Que se passe-t-il? Margaret Chen, directrice de la communication, fit glisser un épais dossier sur la table. Voilà ce qui se passe. Charles ouvrit le dossier et sentit son estomac se nouer. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de coupures de journaux, d'impressions d'articles en ligne et de rapports d'analyse médiatique. Les gros titres sautaient aux yeux comme des coups de poignard. La romance du milliardaire affecte l'action de Whitmore Energy. Les investisseurs remettent en question le leadership après un scandale amoureux. Une écologiste pourrait-elle influencer les politiques énergétiques? Notre action a chuté de 12% depuis que l'histoire a été rendue publique, déclara Thomas Wright, le directeur financier, la voix lourde d'inquiétude. Les investisseurs sont nerveux. Des rumeurs circulent selon lesquelles vous pourriez être influencé par des intérêts environnementaux. Charles referma le dossier avec plus de force que nécessaire. C'est ridicule. Ma vie privée n'a rien à voir avec les opérations de l'entreprise. Vraiment? Rétorqua Helena Morrison, la plus jeune membre du conseil, connue pour son franc-parler. Charles, vous sortez avec une écologiste, une femme qui travaille pour des organisations qui s'opposent directement à notre secteur. Comment cela pourrait-il ne pas affecter notre crédibilité? Et il y travaille sur la conservation de la faune, pas sur la politique énergétique. La distinction est peut-être claire pour toi, intervint Richard, mais pas pour le marché. Les analystes spéculent sur d'éventuels changements dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Charles s'adossa à sa chaise, sentant le poids familier des attentes corporatives, mais cette fois, quelque chose était différent. Au lieu de l'anxiété habituelle, il ressentait une étrange clarté. Et qu'est-ce que vous suggérez exactement? Margaret feuilleta ses notes. Nous avons plusieurs options. Nous pouvons engager une firme de relations publiques spécialisée dans la gestion de crise. Nous pouvons organiser des interviews où vous clarifierez que votre vie personnelle n'influence pas vos décisions d'affaires. Ou Thomas l'interrompit.
Ou vous pouvez mettre fin à cette relation. Le silence qui suivit fut si lourd que Charles pouvait entendre le bourdonnement presque imperceptible de la climatisation. Il regarda autour de la table, étudiant les visages de gens qu'il connaissait depuis des années, certains depuis des décennies. Il y vit une préoccupation sincère, mais aussi autre chose, la peur que leur propre position et fortune soient affectées. Mettre fin à la relation, répéta Charles lentement. C'est vraiment la suggestion que vous faites? Charles, Richard se pencha en avant, sa voix prenant le ton paternel qu'il utilisait depuis des années. Tu as bâti un empire. Cette entreprise emploie des dizaines de milliers de personnes, soutient des familles, stimule l'économie de 3 États. Peux-tu vraiment risquer tout cela pour une amourette? Pour de l'amour, corrigea Charles. Le mot que tu cherches est amour. Helena renifla avec mépris. L'amour ne verse pas de dividendes, n'est-ce pas? Charles se leva et marcha vers la paroi vitrée qui surplombait la ville. Savez-vous à quoi ressemble ma performance en tant que PDG ces 6 dernières semaines? Charles. Commença Margaret. Au cours des 6 dernières semaines, depuis que j'ai rencontré Ellie, j'ai conclu 2 accords que vous jugiez impossibles, résolu le conflit social dans le Montana qui traînait depuis des mois, et proposé 3 innovations stratégiques que notre département de développement poursuivait depuis des années. Il se tourna pour leur faire face. Ma performance s'est améliorée, elle n'a pas empiré. Ça pourrait être une coïncidence, marmonna Thomas. Ou cela pourrait être parce que, pour la première fois depuis des années, je suis vraiment vivant. Je suis présent, je fonctionne à pleine capacité au lieu de faire semblant. Richard soupira profondément. Charles, personne ne remet en question ta compétence, mais la perception et la réalité sur les marchés financiers. Si les investisseurs croient que tu es compromis. Compromis? Charles rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. Richard, j'étais compromis pendant mon mariage avec Valérie. Compromis par les apparences, par les attentes, par le maintien d'une façade que vous approuviez tous. Et où cela m'a-t-il mené? 15 années d'existence vide et un divorce qui a coûté plus cher à l'entreprise en couverture médiatique négative que cette situation ne le fera jamais. Margaret vérifia à nouveau ses notes. Les paramètres sont différents, Charles. Le divorce était perçu comme normal. Les cadres divorcent. Mais une relation avec quelqu'un du secteur environnemental. Quelqu'un du secteur environnemental qui sauve des oiseaux, l'interrompit Charles, pas quelqu'un qui fait du lobbying contre les énergies fossiles. Et il y étudie la migration des aigles, pour l'amour de Dieu. La perception du public ne fait pas ces distinctions subtiles, dit Helena. Pour eux, un écologiste est un écologiste. Charles retourna à sa chaise, mais ne s'assit pas. Au lieu de cela, il posa ses mains sur la table et se pencha en avant, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. Laissez-moi vous parler de la perception du public. Ce matin, j'ai reçu 3 lettres d'employés me félicitant d'avoir trouvé le bonheur après mon divorce. Hier, notre secrétaire, présente depuis 30 ans, m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vu aussi humain. Notre équipe d'ingénierie a commenté que je suis plus accessible et créatif en réunion. Il marqua une pause. Vous savez ce que ça me dit? Qu'au moins certaines personnes perçoivent qu'un leader plus heureux est un leader plus efficace. Les anecdotes ne font pas bouger les marchés, répliqua Thomas. N'est-ce pas? Alors dites-moi, quel genre d'entreprise voulons-nous être? Une entreprise qui prend des décisions basées sur la peur de perceptions éphémères, ou une qui a confiance en la solidité de ses fondamentaux et en l'intégrité de sa direction? Richard échangea des regards avec d'autres membres du conseil. Charles, personne ne remet en question ton intégrité. Mais il y a d'autres considérations. Comme le fait que vous avez tous investi vos carrières et vos fortunes dans cette entreprise, et que vous craignez tout ce qui pourrait menacer cela. Le silence revint, mais cette fois Charles sentit qu'il avait touché une corde sensible. Très bien, dit-il finalement. Je vais faire simple. Et Ellie Monroe ne sortira pas de ma vie. Elle fait de moi une meilleure personne, et cela fait de moi un meilleur PDG. Si vous ne pouvez pas voir la différence entre un leader qui agit par automatisme et un leader pleinement engagé, alors peut-être que ce conseil doit réévaluer bien plus que ma vie personnelle. Margaret referma brusquement son dossier. Charles, est-ce que tu es essentiellement en train de nous poser un ultimatum? Je dis que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus que l'approbation de l'entreprise ou la tranquillité boursière. Et si c'est un problème pour vous?
Charles redressa les épaules, ressentant une liberté étrange et puissante. Alors il est peut-être temps pour vous de décider si vous voulez un PDG qui dirige avec authenticité, ou un qui joue la comédie pour plaire aux analystes. Charles quitta la salle de réunion en sachant qu'il avait franchi une ligne. Pour la première fois de sa carrière, il avait choisi son bonheur personnel au détriment de la convenance professionnelle. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Tandis que l'ascenseur descendait les 47 étages vers le hall, il pensa à Ellie, probablement en train de s'occuper des plantes à la maison ou de travailler sur ses rapports sur les aigles. Elle ne savait même pas que la réunion avait eu lieu, ignorait les pressions exercées et les choix impossibles que d'autres voulaient lui imposer. Mais elle le saurait bientôt. Et pour la première fois, Charles n'eut pas peur d'être complètement honnête sur le prix que leur amour pourrait exiger. Parce qu'enfin, il y avait quelque chose dans sa vie qui valait tous les prix. Charles trouva l'enveloppe glissée sous la porte de son bureau à domicile le lundi matin, 3 jours après la réunion tendue avec le conseil. Le papier était luxueux, frappé du logo en relief de la Fondation Sierra Verde, une organisation qu'il reconnut immédiatement comme l'une des opposantes les plus virulentes à l'industrie des combustibles fossiles. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre formelle, datée de 2 semaines, adressée à Ellie Monroe et signée par le docteur Rebecca Martinez, directrice exécutive de la Fondation. Chère mademoiselle Monroe, commençait la lettre, nous avons été ravis d'apprendre votre travail exceptionnel sur la conservation de l'aigle royal. Nous souhaiterions vous offrir une subvention de recherche de 50 000 $ pour étendre vos études sur les impacts des infrastructures énergétiques sur les schémas migratoires aviaires. Charles eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il continua sa lecture, chaque mot martelant son esprit comme une accusation. Impacts environnementaux de l'industrie pétrolière, préservation contre le développement prédateur, partenariat à long terme pour la recherche anti-industrielle. La lettre mentionnait spécifiquement l'intérêt médiatique récent pour le travail d'Ellie et suggérait que sa visibilité actuelle pourrait amplifier considérablement notre message de conservation. Charles laissa tomber le papier sur le bureau, la nausée se propageant dans son estomac. Les voix du conseil résonnaient dans son esprit. Écologiste. Influence. Conflit d'intérêts. Tout ce qu'il avait défendu, tout ce qu'il avait risqué pour elle, semblait soudain planifié. Charles ? La voix d'Ellie provenait du couloir. Le café est prêt. Il plia rapidement la lettre et la rangea dans le tiroir, essayant de composer son visage. Mais quand Ellie entra dans le bureau avec 2 tasses de café, souriant avec cette joie matinale qu'il avait appris à aimer, quelque chose de froid et de soupçonneux se tordit dans sa poitrine. « Ça va ?» demanda-t-elle, remarquant immédiatement sa tension. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien » mentit-il en acceptant le café mais en évitant son regard. « Juste inquiet pour des questions de travail. » Et Ellie s'approcha, posant sa main sur son épaule avec ce naturel affectueux qu'il avait fini par considérer comme sacré. Maintenant, ce contact le faisait reculer intérieurement. « Tu veux en parler ? » « C'est rien pour quoi tu pourrais aider, » dit-il, la phrase sortant plus durement qu'il ne l'avait voulu. Et Ellie recula légèrement, surprise. « Charles, qu'est-ce qui se passe ? Tu agis bizarrement depuis hier. » Tout au long de la journée, Charles observa Ellie avec de nouveaux yeux, des yeux empoisonnés par le soupçon. Chaque geste affectueux semblait calculé, chaque question sur son travail sonnait comme une collecte d'informations. Lorsqu'elle mentionna nonchalamment qu'elle avait reçu des appels d'organisations de conservation intéressées par son travail, Charles sentit sa paranoïa s'intensifier. « Quel genre d'organisation ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. « Oh, des fondations environnementales. Apparemment, mon travail attire l'attention à cause de... » « Eh bien, à cause de nous. La couverture médiatique. » Et Ellie fit la grimace. « Honnêtement, c'est un peu embarrassant. Je ne veux pas que ma recherche soit associée à notre vie privée. Mais tu envisages de travailler avec elle ? Peut-être. Certaines offrent des ressources qui pourraient vraiment aider ma recherche. Pourquoi ? Charles étudia son visage, cherchant des signes de malhonnêteté, mais ne trouvant que la transparence honnête qu'il avait toujours attirée. Cela rendait les choses pires, d'une certaine manière. Si elle mentait, elle était extraordinairement douée. La rupture eut lieu 3 jours plus tard, pendant le dîner. Et Ellie lui racontait sa journée, mentionnant qu'elle avait finalement décidé d'accepter une petite subvention d'une organisation de conservation, quand Charles ne put plus se contenir. « La Fondation Sierra Verde ?» demanda-t-il brusquement. Et Ellie s'arrêta de manger,
surprise. Comment connais-tu ce nom? Alors c'est vrai. Charles se leva brusquement de table, alla au bureau et revint avec la lettre. Il la jeta sur la table entre eux. C'est arrivé pour toi il y a quelques jours. Et il y prit la lettre, sourcils froncés pendant sa lecture. Charles, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bien sûr que non. Je suis sérieuse. Comment c'est arrivé ici? Et pourquoi tu ne me l'as pas montré quand tu l'as reçu? Parce que je voulais voir si tu m'en parlerais spontanément. Je voulais voir si tu serais honnête. Le visage d'Hailey devint pâle. Honnête à propos de quoi? Charles, de quoi m'accuses-tu? Je demande si toute cette histoire était planifiée depuis le début. Quelle histoire? Toi, moi, l'accident. Si tu étais dans les montagnes spécifiquement parce que tu savais que j'y serais. Hailey resta parfaitement immobile un instant, comme si elle ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. Quand elle parla, sa voix était basse et blessée. Tu crois vraiment que j'ai prévu de me faire tirer dessus, que j'ai en quelque sorte orchestré le fait de faillir mourir pour? Pourquoi? Pour me rapprocher de toi? Les gens font des choses extrêmes pour 50 000 $. Et ce n'est que le début, n'est-ce pas? Une fois que tu es dedans, une fois que tu as de l'influence. De l'influence? Hailey se leva, la lettre tremblant dans ses mains. Charles, m'as-tu écouté ces dernières semaines? Ai-je jamais essayé de t'influencer sur quoi que ce soit lié à tes affaires? Ai-je même posé des questions sur ton entreprise? C'était vrai. Hailey avait montré un manque d'intérêt remarquable pour les détails de son empire, préférant parler de livres, de nature, de rêves personnels. Mais la graine du doute, une fois plantée, était difficile à éradiquer. Peut-être que cela faisait partie de la stratégie, paraître désintéressé. Hailey le regarda comme s'il était un étranger. Mon Dieu, Charles, qui t'a fait ça? Qui t'a blessé à ce point pour que tu ne puisses pas croire que quelqu'un puisse t'aimer simplement pour ce que tu es? Personne ne m'a blessé. J'ai juste appris à reconnaître quand quelque chose est trop beau pour être vrai. Et je suis trop beau pour être vrai? Charles la regarda, les cheveux en bataille, le maquillage taché par les larmes qui commençaient à se former, portant une de ses chemises sur un simple jean. Elle ne ressemblait pas à une manipulatrice sophistiquée. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours semblé être, une femme authentique et passionnée qui avait trouvé quelque chose de spécial et le regardait être détruit. Mais les voix dans sa tête étaient plus fortes. Le conseil avertissant de l'influence, Valérie insinuant des choses sur les chercheuses d'or, des années d'expérience en affaires où tout le monde avait des agendas cachés. Peut-être devrais-tu accepter la subvention, dit-il froidement. Cela semble être une opportunité parfaite pour étendre ton travail. Hailey resta silencieuse un long moment, étudiant son visage. Quand elle parla à nouveau, il y avait une profonde tristesse dans sa voix qui coupa Charles plus profondément que n'importe quelle colère. Tu sais, Charles, dans cette grotte, quand tu as dit que tu étais mort de l'intérieur depuis des années, je pensais que tu exagérais. Maintenant, je réalise que tu étais complètement littéral. Elle posa soigneusement la lettre sur la table. Et le plus triste, c'est que pendant quelques semaines, je t'ai vu revenir à la vie. J'ai vu l'homme que tu pourrais être si tu cessais d'avoir peur de faire confiance. Hailey. Non. Elle leva la main. Tu as pris ta décision. Tu as choisi le soupçon plutôt que la confiance, la peur plutôt que l'amour. Et peut-être que c'est plus sûr pour toi. Peut-être que c'est ce que tu veux vraiment. Hailey alla dans la chambre qu'il partageait et commença à emballer ses quelques affaires. Charles l'observa depuis l'encadrement de la porte, une partie de lui hurlant de l'arrêter, de s'excuser, de confesser qu'il était trop terrifié par le bonheur pour croire qu'il pouvait être réel. Mais la plus grande partie, celle entraînée par des décennies de trahison corporative et de déception personnelle, resta silencieuse. « Où iras-tu » demanda-t-il quand elle passa devant lui avec sa valise. « Retour dans la forêt, là où les choses ont du sens. » Elle s'arrêta à la porte, le regardant une dernière fois. « Charles, j'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un en qui tu pourras avoir confiance, même si ce n'est pas moi. » Et puis elle fut partie, emportant avec elle les plantes qu'elle avait disséminées dans l'appartement, ne laissant que des espaces vides là où il y avait eu de la vie. Charles resta seul dans l'appartement silencieux, tenant la lettre de la Fondation Sierra Verde, se demandant pourquoi la victoire d'avoir raison ressemblait exactement à une défaite. 7 jours. Charles compta chaque heure passée depuis le départ d'Hailey,
chaque minute marquée par l'écho vide de ses propres pas dans des pièces qui avaient été autrefois remplies de vie. L'appartement semblait être redevenu ce qu'il avait toujours été, un mausolée de verre et d'acier, beau et mort. Il était dans son bureau le jeudi matin, faisant semblant de lire des rapports financiers mais fixant en réalité l'espace où se trouvait auparavant une petite plante grasse, lorsque sa secrétaire annonça par l'interphone que le docteur Edward Whitman demandait à le voir. « Faites-le entrer, dit Charles, surpris. Le frère de Valérie n'était pas exactement quelqu'un qui faisait des visites de courtoisie. Edward entra avec sa posture formelle caractéristique, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, un mélange de malaise et de détermination que Charles n'arrivait pas à déchiffrer. « Edward, quelle surprise. Comment puis-je vous aider ? » « En fait, Charles, c'est moi qui dois t'aider. » Edward s'assit sans y être invité, posant un dossier sur le bureau. « Ou plutôt, j'ai besoin de me racheter. »« Vous racheter ?» Edward prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de confesser un péché capital. « Ces dernières semaines, depuis que toi et mademoiselle Monroe avez quitté l'hôpital, j'ai enquêté sur elle. » Charles sentit un froid se former dans son estomac. « Vous avez fait quoi ? » « J'ai engagé un détective privé. Je voulais m'assurer qu'elle ne profitait pas de toi. » Edward leva la main quand Charles commença à protester. « Je sais comment ça sonne, mais après le divorce contentieux avec Valérie, j'étais sincèrement inquiet que tu sois vulnérable aux opportunistes. »« Et qu'avez-vous découvert ?» demanda Charles, la voix dangereusement basse. Edward ouvrit le dossier, révélant une pile de documents, de photographies et de rapports. « J'ai découvert que je suis un idiot, et que tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. » Charles saisit le premier document, un rapport de crédit détaillé. Hailey Monroe n'a jamais eu un compte en banque avec plus de $3 000. Elle vit avec moins de $20 000 par an, refuse constamment des opportunités plus lucratives et donne régulièrement les petites sommes qu'elle parvient à économiser à des refuges pour animaux. Le document suivant était une série de relevés académiques, diplômé magna cum laude en biologie, maîtrise en conservation avec une thèse sur les schémas migratoires publiée dans 3 revues scientifiques respectées. Ses professeurs la décrivaient comme brillante, éthique et incorruptiblement dédiée à la science pure. Charles feuilleta d'autres pages, sa respiration devenant de plus en plus difficile. Des photographies d'Hailey travaillant seule dans les montagnes, la documentation de ses visites régulières dans les mêmes zones de recherche pendant 3 années consécutives, les archives de ses interactions avec des organisations environnementales, toutes strictement liées à la conservation de la faune, rien de politique. « Et la Fondation Sierra Verde ?» demanda Charles, la voix rauque. Edward tourna quelques pages. « Ils ont vraiment envoyé cette lettre, mais pas directement à elle. Ils l'ont envoyée à ton adresse parce que c'était la seule qu'ils pouvaient trouver associée à elle dans les actualités. Et il n'a jamais eu de contact préalable avec eux, n'a jamais demandé de financement, ne savait même pas qu'ils existaient jusqu'à ce que tu lui montres la lettre. » Charles eut l'impression de couler. « Comment savez-vous cela ? » ?»« Parce que je les ai appelés. J'ai parlé personnellement au docteur Martinez. Elle a admis qu'ils essayaient de profiter de la visibilité médiatique d'Hailey pour leur propre agenda, mais qu'ils n'avaient jamais eu de communication avec elle. La lettre était un coup de poker, une tentative opportuniste de recruter quelqu'un qui était soudainement devenu une figure publique. Edward se pencha en avant, sa voix prenant une urgence que Charles n'avait jamais entendue auparavant. « Charles, elle a rejeté l'offre. Quand ils ont finalement réussi à la contacter directement, 2 jours après que tu l'aies confrontée, elle a catégoriquement refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que sa recherche soit associée à des agendas politiques. » Charles ferma les yeux, sentant l'ampleur de son erreur s'abattre sur lui comme une avalanche. « Pourquoi me dites-vous cela ? » ?»« Parce que ces dernières semaines, en vous regardant ensemble à l'hôpital, j'ai vu quelque chose que je ne pensais jamais voir chez toi. De la vraie vie, un bonheur authentique. » Edward marqua une pause. « Et parce qu'après avoir enquêté minutieusement sur Hailey Monroe, je peux dire avec certitude qu'elle est exactement celle qu'elle paraît être. Une femme rare qui t'aime pour l'homme que tu es, pas pour l'empire que tu as bâti. » Charles ouvrit les yeux, regardant Edward avec un mélange de gratitude et de désespoir. « Je l'ai perdu. Peut-être, mais tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Edward, les choses que je lui ai dites, les accusations que j'ai portées. C'était basé sur la peur, pas sur des preuves. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur Hailey Monroe à travers cette enquête, c'est qu'elle comprend la différence entre la peur et le véritable caractère d'une personne. » Charles se leva brusquement, allant vers la fenêtre surplombant la ville.
quelque part là-bas, Hailey était probablement seule dans sa recherche, blessée par sa trahison, essayant de reconstruire la vie simple et authentique qu'il avait temporairement partagée. Où est-elle? Selon mes sources, elle est retournée dans la même zone où vous vous êtes rencontrés. Elle campe près du site où l'accident s'est produit. Charles se tourna, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis une semaine. L'espoir. Pourquoi retournerait-elle là-bas? Édouard sourit pour la première fois depuis son arrivée. Peut-être parce que c'est là que vous avez été le plus honnête l'un envers l'autre. Ou peut-être parce qu'elle espère encore que tu te souviendras de l'homme que tu étais dans cette grotte. Charles regarda les documents éparpillés sur son bureau, preuves irréfutables de l'intégrité de la femme qu'il avait accusée de malhonnêteté. Chaque page était une accusation contre sa propre lâcheté, chaque rapport une preuve qu'il avait saboté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Édouard? Oui. Merci d'avoir enquêté, de m'avoir dit la vérité, d'avoir essayé de me sauver de moi-même. Édouard se leva, ajustant sa veste. Charles, pour ce que ça vaut, Valérie avait tort à ton sujet toutes ces années. Tu n'es pas incapable d'aimer profondément. Tu avais juste trop peur d'essayer. Quand Édouard partit, Charles se retrouva seul avec la vérité qu'il avait essayé d'éviter. Hailey Monroe était exactement qui elle disait être, et il avait détruit la seule relation authentique de sa vie à cause de fantômes et de peurs qui n'avaient rien à voir avec elle. Mais peut-être, juste peut-être, n'était-il pas trop tard pour la rédemption? Charles attrapa ses clés de voiture, laissant les documents sur le bureau et son entreprise derrière lui. Il avait un voyage à faire et un cœur à reconquérir. Si elle voulait encore donner une seconde chance à l'homme qui avait failli tout perdre pour n'avoir pas su distinguer le véritable amour de l'auto-sabotage, les montagnes l'attendaient. Et avec elle, peut-être une dernière opportunité de prouver que parfois, même les plus perdus peuvent retrouver le chemin de la maison. Un an plus tard, Charles Whitmore se tenait sur la même falaise où tout avait commencé, mais cette fois, il ne portait pas de fusil. Dans ses mains se trouvait une petite boîte en velours bleu foncé contenant une bague en diamant simple, pas le genre ostentatoire que sa richesse pouvait acheter, mais quelque chose de délicat et intemporel, comme l'amour qu'il avait trouvé et failli perdre. L'automne avait peint les montagnes rocheuses de teintes dorées et cramoisies, et l'air avait cette qualité cristalline qui donnait à chaque respiration l'impression d'une renaissance. À ses côtés, Hailey observait aux jumelles le vol majestueux de deux aigles royaux dansant dans les courants ascendants, leurs ailes étendues en parfaite synchronisation. Les voilà, chuchota T.L., le visage illuminé par cette même joie pure qu'il avait appris à reconnaître comme son expression la plus vraie. Le couple que j'étudie depuis 4 ans, ils sont revenus. Charles regarda les aigles, pensant à l'extraordinaire voyage qui les avait menés à ce moment. Le jour où il était retourné dans les montagnes pour la retrouver, 10 mois plus tôt, avait été le plus difficile et le plus important de sa vie. Et il y avait écouté en silence tandis qu'il s'agenouillait dans la neige et confessait chaque peur, chaque insécurité, chaque raison pathétique qui l'avait conduit à détruire la confiance entre eux. J'avais tellement peur que tu sois trop belle pour être vraie, avait-il dit, les larmes gelant sur son visage, que j'ai préféré croire un mensonge cruel plutôt que de risquer d'avoir le cœur brisé. Elle ne lui avait pas pardonné immédiatement. Le pardon, lui avait appris Hailey, n'était pas un interrupteur qu'on allume, mais un processus qu'on cultive. Ils avaient passé des mois à reconstruire la confiance, brique par brique, conversation honnête après conversation honnête. Charles? La voix d'Hailey le ramena au présent. Ça va? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Il sourit, songeant à la façon dont elle pouvait toujours lire ses expressions. Je pensais à quel point cette dernière année a changé les choses. Pour le mieux, pour l'extraordinaire. C'était vrai. La décision de Charles de démissionner de son poste de président de Whitmore Energy avait choqué le monde des affaires, mais pour lui, cela avait été comme retirer une armure qu'il n'avait jamais réalisé porter. La fondation Whitmore Monroe, qu'ils avaient créée ensemble 6 mois plus tôt, avait déjà protégé plus de 20 000 hectares d'habitat critique pour les aigles et autres espèces migratrices. Hailey, dit-il, le cœur battant plus vite que lors de n'importe quelle négociation à $1 milliard qu'il avait jamais menée. Puis-je te demander quelque chose? Elle baissa les jumelles, ses yeux verts rencontrant les siens avec cette attention totale qui était l'un de ses dons les plus précieux. Bien sûr. Charles s'agenouilla juste là, sur le sol rocheux, là où un an auparavant il l'avait portée, blessée et saignante. La bague émergea de la boîte comme une promesse cristallisée. Hailey Monroe, tu m'as appris que le véritable amour n'est pas une question de possession ou de contrôle, mais de choix quotidien.
de choisir la vulnérabilité plutôt que la sécurité, l'authenticité plutôt que l'approbation, de grandir ensemble plutôt que de stagner individuellement. Sa voix trembla légèrement. Tu m'as sauvé, pas seulement dans cette grotte, mais chaque jour depuis lors, simplement en étant qui tu es. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Hailey, mais elle ne les essuya pas. Charles. Épouse-moi. Pas parce que tu as besoin de ma richesse ou parce que j'ai besoin de ton approbation, mais parce qu'ensemble, nous sommes plus vrais que nous ne l'avons jamais été séparément. Parce que quand tu me regardes, je vois l'homme que j'ai toujours voulu être. Hailey resta silencieuse un moment qui sembla éternel, le regardant lui, puis la bague, puis les aigles volant toujours en cercle parfait au-dessus d'eux. Tu sais, dit-elle enfin, un sourire s'épanouissant lentement sur son visage. Les aigles royaux s'accouplent pour la vie. Quand ils choisissent un partenaire, c'est une décision qu'ils prennent à nouveau chaque jour, chaque saison de migration, chaque retour au nid. Est-ce un oui? C'est un oui pour une vie entière de choix. Elle tendit la main, lui permettant de glisser la bague à son doigt. C'est un oui pour construire ensemble quelque chose de plus grand que tout ce que nous pourrions créer seuls. Charles se leva et l'embrassa tandis que les aigles tournoyaient au-dessus d'eux, comme pour bénir leur union. Lorsqu'ils se séparèrent, il réalisa que pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne planifiait pas le prochain coup, ne calculait pas les résultats ni ne gérait les risques. Il était simplement présent, complètement là, dans le moment parfait. Alors, dit Hailey en entrelaçant leurs doigts, où allons-nous nous marier? Charles regarda autour de lui les montagnes majestueuses, pensant à la grotte où ils avaient partagé leur première vérité profonde, à l'hôpital où ils avaient affronté le jugement du monde, à l'appartement où ils avaient appris à créer un foyer ensemble. Ici, dit-il. Là où tout a commencé. Là où je t'ai presque perdu et là où j'ai appris que parfois, il faut se briser complètement pour découvrir qui l'on est vraiment. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime avec juste une poignée de vrais amis et le docteur Edward Whitman comme officiant, Charles et Hailey se marièrent sur la même falaise où il avait fait sa demande. Valérie envoya une carte élégante leur souhaitant du bonheur, une offre de paix que Charles n'attendait pas mais apprécia profondément. Il n'y eut pas de couverture médiatique, pas d'invités obligatoires pour des relations d'affaires, rien que 2 personnes promettant de choisir l'amour plutôt que la peur, la croissance plutôt que la stagnation, l'authenticité plutôt que la convenance. Pendant la cérémonie, les mêmes aigles royaux volaient au-dessus d'eux, comme s'ils officiaient leur propre bénédiction sauvage. Aujourd'hui, 1 an après le mariage, Charles se réveillait chaque matin dans une maison modeste près des montagnes, entouré de plantes qu'ils entretenaient ensemble, travaillant à une mission qui nourrissait son âme au lieu de simplement son compte en banque. Il était toujours riche, certaines fortunes ne disparaissent pas facilement mais maintenant sa richesse servait un but plus grand. Charles, dit Hailey, interrompant à nouveau ses souvenirs. Regarde. Il suivit son regard vers l'endroit où les aigles atterrissaient dans un nid élevé sur une falaise lointaine. C'était le même nid qu'elle étudiait depuis des années, le même qu'il avait amené dans cette zone fatidique où ils s'étaient rencontrés. Ils resteront ensemble pour la vie, dit Hailey doucement. À travers toutes les migrations, toutes les saisons, toutes les tempêtes. Charles la serra plus fort contre lui, sentant la chaude solidité de sa présence. Comme nous, accepta Hailey. Comme nous. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne pourrait reproduire, Charles Whitmore réalisa qu'il avait finalement appris la différence entre avoir une vie et vivre une vie, entre accumuler des choses et cultiver des relations, entre avoir du succès et être heureux. Et par-dessus tout, il avait appris que parfois l'amour se déguise en tragédie, que parfois on a besoin d'être brisé pour être guéri, et que parfois la balle qu'on attend le moins est celle qui ouvre notre cœur à des possibilités qu'on n'aurait jamais imaginées. Dans les montagnes autour d'eux, les aigles volaient libres dans des cieux infinis, et 2 personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre non seulement l'amour mais la rédemption rentraient chez elles ensemble, sachant qu'elles avaient construit quelque chose de rare et précieux, une vie fondée sur la vérité, le choix conscient et le courage quotidien d'aimer sans réserve. L'accident dans les montagnes était terminé. L'histoire d'amour ne faisait que commencer. Parfois, la vie nous brise pour nous refaire. Charles a découvert que le coup de feu qui a failli tout détruire était en fait le coup d'envoi d'une vie qu'il ne savait même pas possible. Parce qu'à la fin de la journée, nous cherchons tous quelqu'un qui nous voit non pas comme nous aimerions être, mais comme nous sommes vraiment, et qui choisit quand même de rester. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si nous méritons l'amour, mais si nous avons assez de courage pour le choisir quand il apparaît déguisé en quelque chose que nous n'attendions pas. Et peut-être qu'au fond, cette histoire nous parle à nous aussi. Si cette histoire a touché votre cœur,
cliquez sur le bouton j'aime, le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Et si vous avez vraiment trouvé que ce voyage en valait la peine, n'hésitez pas à nous soutenir. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires comme celle-ci.